Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginons un instant que notre société fonctionne un peu comme un jeu de plateau géant. Sauf que c'est un jeu où les règles restent souvent bien cachées. Et surtout, où les ressources distribuées aux joueurs au moment du départ sont fondamentalement inégales. Et c'est exactement ce qu'on appelle la matrice invisible de la reproduction sociale. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ces petits rouages silencieux dictent en réalité les dynamiques de pouvoir et d'ascension au fil du temps. Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet avec notre plan de vol. D'abord, on va définir la reproduction sociale. Ensuite, l'héritage culturel et l'école, la violence symbolique des élites, le poids des ressources initiales, comment aller au-delà de la recherche d'un coupable, et on finira sur l'équité et les trajectoires improbables. Chapitre 1. Définir la reproduction sociale. Alors, le point crucial, c'est que la reproduction sociale, ce n'est pas juste une question de transmission d'argent ou de biens matériels. Pas du tout. C'est un phénomène ultra global. C'est la façon dont les positions sociales, les normes, les valeurs, bref, les hiérarchies, se transmettent de génération en génération. C'est un concept directement hérité de penseurs comme Karl Marx, et concrètement, ça crée ce qu'on pourrait appeler une véritable viscosité sociale. L'immobilité des classes génère et surtout fige des inégalités très tenaces. Et pour vraiment réaliser l'ampleur de ce manque de fluidité, il suffit de regarder les chiffres en face. Si on se projette sur les données de 2025, il y a une stat qui frappe fort. Un enfant dont un parent est cadre supérieur a littéralement 5 fois plus de chances de devenir lui-même cadre supérieur si on le compare à un enfant d'ouvrier. 5 fois. Ce petit chiffre, à lui tout seul, montre bien à quel point les hiérarchies économiques ont cette tendance quasi naturelle à se stabiliser et à se cloner. On passe au chapitre 2, l'héritage culturel et l'école. En fait, c'est comme si on naissait tous avec un véritable sac à dos sociologique, un peu comme nos caractéristiques de départ dans un jeu vidéo. Le sociologue Pierre Bourdieu mesure l'inventaire de ce fameux sac en capitaux. On a évidemment le capital économique, donc l'argent, l'immobilier, ça c'est classique, mais il y a aussi le capital culturel, la richesse du vocabulaire, la maîtrise de la langue, l'accès au musée. Et puis le capital social, c'est-à-dire le carnet d'adresses familiales, le réseau. Et c'est bien l'inégale répartition de ces 3 capitaux, dès le berceau, qui va complètement façonner nos opportunités. Et c'est là que la critique de Bourdieu sur le système éducatif devient super percutante. Officiellement, l'école est démocratique, basée sur le mérite. On est d'accord, on la voit souvent comme le grand correcteur des inégalités. Mais la théorie nous dit l'inverse. L'institution a en fait tendance à entretenir et à légitimer ces différences de départ. Pourquoi ? Eh bien parce que l'élite aurait réussi à imposer sa propre culture comme étant la culture légitime, la norme absolue. Du coup, les procédures de sélection vont tout naturellement privilégier les élèves qui maîtrisent déjà ces codes à la maison, ce qui distance mécaniquement les enfants issus de milieux plus modestes. Chapitre 3. La violence symbolique des élites. Alors, il y a aussi des mécanismes beaucoup plus subtils pour maintenir cette hiérarchie, ce que les sociologues appellent la violence symbolique. Prenez la consommation ostentatoire, très bien analysée par Veblen par exemple. Les classes supérieures vont s'engager dans des loisirs hors de prix ou des pratiques culturelles ultra pointues, pas forcément par pur besoin, mais vraiment pour signifier leur pouvoir et maintenir une démarcation claire. Cette hiérarchie des goûts, ça leur permet de conserver une homogénéité sociale, de rester dans un entre-soi bien rassurant et de verrouiller stratégiquement leur position au sommet. Et ça illustre brillamment ce qu'on observe sur l'étape de mobilité sociale. Si on regarde la tendance globale, les données se massent littéralement sur ce qu'on appelle la diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça indique une pure immobilité sociale. En gros, l'enfant occupe exactement la même catégorie socio-professionnelle que son parent. Et quand il y a du mouvement, c'est presque toujours une mobilité de proximité, des petits sauts, comme un ouvrier qui passerait à une profession intermédiaire. La grande ascension fulgurante, statistiquement parlant, ça reste l'exception. Chapitre 4. Le poids des ressources initiales. C'est passionnant parce qu'il y a un vrai débat sociologique sur cette question avec 2 visions qui s'affrontent. D'un côté, on a l'approche systémique de Bourdieu qui dit que nos positions sociales héritées déterminent lourdement notre destin. Et de l'autre, on a l'approche de Raymond Boudon qui se focalise plutôt sur les choix rationnels des individus. Pour Boudon, les familles moins favorisées vont peser le pour et le contre. Elles calculent les coûts financiers et les risques d'échec des longues études. Et le résultat, c'est qu'elles s'autocensurent. C'est un phénomène énorme qui, évidemment, ne touche pas du tout les foyers avec un bon capital de départ. Et on ne peut absolument pas parler de ces rouages sans souligner à quel point cette reproduction sociale est aussi profondément genrée.
La socialisation qu'on subit façonne des stéréotypes qui mènent très vite à une répartition inégale des tâches domestiques. Et mécaniquement, ça se répercute directement sur le marché du travail avec une vraie division sexuée. On voit très souvent des métiers administratifs ou liés aux soins se transmettre de mère en fille, sans parler du fameux plafond de verre. Mais la bonne nouvelle, c'est que des mouvements puissants comme MeToo viennent aujourd'hui contester et déconstruire activement ces schémas qu'on a trop longtemps pris à tort pour des destins biologiques. Du coup, arrivé à ce point de l'analyse, une vraie question se pose. Est-ce que l'institution scolaire est vraiment la seule et unique coupable de ce grand manque de fluidité dans notre société? Chapitre 5. Au-delà de la recherche d'un coupable. Eh bien, la réalité, c'est que l'immobilité sociale prend racine bien avant de franchir les grilles de l'école. Il ne faut donc surtout pas chercher un bouc émissaire unique. Ces points de départ inégaux, c'est une toile ultra complexe de variables qui s'additionnent. Un manque de ressources financières, qui limite directement le capital culturel, des différences liées à l'origine ethnique, ou encore une ségrégation résidentielle dictée par la géographie. Finalement, l'école agit comme une passerelle. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut physiquement pas porter sur ses seules épaules le poids de toutes ces inégalités structurelles immenses héritées de la famille. Chapitre 6. Équité et trajectoire improbable. Passons à la suite et voyons comment tout ça s'articule concrètement pour agir. Parce que non, la fatalité n'a pas sa place ici. L'équité devient le grand levier de l'action publique et on peut jouer sur 4 tableaux. 1. Des réformes éducatives profondes pour une vraie justice. 2. Investir massivement dans le capital humain via des bourses et de la formation continue. 3. Une fiscalité vraiment progressive pour redistribuer l'argent. Et 4. Des politiques sociales très actives, que ce soit pour l'accès au logement ou l'intégration, histoire de briser cet isolement géographique. Et puis, il y a une lueur d'espoir bien réelle, car le déterminisme, ce n'est jamais absolu. Il n'y a qu'à voir l'émergence de ce qu'on appelle les transclasses. Ce sont des personnes qui accomplissent des trajectoires qu'on qualifie statistiquement d'improbables. Elles arrivent à s'extirper de leurs conditions initiales pour rejoindre des milieux sociaux diamétralement opposés. Et ça prouve une chose fantastique. Comprendre la reproduction sociale, voir comment cette matrice fonctionne, c'est la toute première étape pour refuser de s'y résigner et commencer à s'émanciper. Ce décryptage s'achève et on va se quitter sur cette réflexion majeure. Si prendre conscience de ces rouages est la première étape, comment faire pour que notre société globale transforme concrètement ses propres institutions en de véritables outils de justice sociale, de fluidité et d'émancipation? C'est le grand défi de demain. Et c'est une évolution absolument passionnante à suivre. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite.